On en débat avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Éléonore Carrois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes députée Ensemble pour la République des Français établis hors de France. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Guilhem Carayon. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes vice-président de l'UDR, le parti tout récemment fondé par Éric Ciotti. Je précise que vous étiez d'ailleurs il y a peu le président des Jeunes Républicains. Vous avez vous aussi début de semaine encore quitté le parti en début de semaine, actant vos désaccords avec la ligne politique de ce parti qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. Michel Barnier qui s'exprime ce matin dans les pages de nos confrères du journal de Saône-et-Loire et qui tente de rassurer. Alors pas tout le monde, mais au moins la France qui travaille. Je le cite, j'ai dit et je le répète, je protégerai de toute augmentation fiscale ceux qui travaillent et qui produisent. En revanche, il peut y avoir une contribution exceptionnelle et temporaire pour ceux qui peuvent contribuer. En d'autres termes, si je comprends bien ce que dit le Premier ministre, Éléonore Carrois, ce sont les retraités qui vont payer. Je ne le sais pas et personne ne le sait encore. Nous le saurons le 1er octobre, j'espère, lors de sa déclaration de politique générale. Mais je pense que de rassurer sur le fait de ne pas avoir d'augmentation d'impôts sur ces Français qui travaillent et qui payent déjà énormément d'impôts, on est quand même un des pays... Ça veut dire que ce sont les autres qui vont payer. Je pense qu'il va falloir trouver des économies déjà... parce qu'il va falloir établir un budget cohérent et respecter nos obligations, et donc des économies et vraisemblablement des augmentations d'impôts. Alors pas forcément les retraités, peut-être aussi les entreprises, peut-être ceux qui le peuvent. Il l'expliquera et nous sommes en tout cas très attentifs à ce qu'il dira le 1er octobre. Il y a en tout cas une situation économique qui est difficile, une situation budgétaire notamment, puisque le ministre du Budget l'a annoncé cette semaine, finalement le déficit public pourrait dépasser carrément les 6%. C'est pas ce qui était prévu, Guilhem Carayon. Oui, c'est largement au-dessus de ce qui était prévu par l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. L'enjeu pour nous, c'est d'abord de baisser les dépenses de l'État, qui sont aujourd'hui beaucoup trop importantes. On vit au-dessus de notre train de vie. Et moi, je crois que la priorité, ça doit être cette baisse des dépenses et pas l'augmentation des recettes à travers l'augmentation des impôts, qui sont déjà les plus importants. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est à 48% par rapport au PIB. C'est un record dans l'Union européenne. Donc nous, ce qu'on dit avec Éric Ciotti, avec le groupe UDR et nos alliés du Rassemblement national, ils disent pas que la même chose au RN, mais on va y revenir. L'augmentation des impôts sur les classes moyennes, sur les gens qui bossent dur et qui n'ont pas grand-chose à la fin du mois, et sur ceux qui ont travaillé dur pendant leur vie et qui sont aujourd'hui à la retraite, c'est une ligne rouge et ce sera la cause d'une motion de censure. Alors, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, le groupe UDR à l'Assemblée nationale votera la censure. C'est ce que vous dites, vous ? C'est ce qu'on dit, oui, et c'est ce que nos alliés du Rassemblement national disent. On l'a dit, nos lignes rouges, c'est la question du pouvoir d'achat et aussi la question de la fiscalité qui pèse sur les Français et sur aussi ceux qui ont travaillé, et la question de la sécurité et de l'immigration. Et pardon, mais si l'UDR, le Rassemblement national et tout le nouveau Front populaire, qui l'a déjà dit, se mettent à censurer ce gouvernement, ça veut dire qu'il va tomber au premier vote. C'est pour ça qu'on a dit dès le début de la nomination de Michel Barnier que ce gouvernement avait peu d'avenir. Et moi, je pense que la seule solution va être un retour aux urnes dans 9 mois maintenant, quand le président de la République aura la capacité d'organiser une dissolution. Et on y revient à la question que je posais en ouverture, Éléonore Carrois. Est-ce qu'on est face à une mission impossible pour Michel Barnier ? On ne devrait pas l'être. Vous savez, dans l'Union européenne, il y a 25 pays aujourd'hui qui ont un gouvernement de coalition. C'est-à-dire que les autres pays de l'Union européenne savent faire ce que nous sommes en train d'apprendre à faire. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit moins capable que les autres à une différence près, pardon, d'y arriver. Éléonore Carrois, les gouvernements de coalition que vous avez dans le reste de l'Europe, ce sont des gouvernements de coalition majoritaires. C'est-à-dire que l'ensemble des partis qui soutiennent les gouvernements de coalition ont plus de la moitié des députés. C'est pas le cas en France. Mais vous avez des coalitions, par exemple en Allemagne, avec des partis qui ont des visions et des politiques extrêmement différentes et qui arrivent. Moi, je pense que le problème, en tout cas la difficulté à laquelle est confronté le gouvernement actuel, c'est qu'il y a des nominations de ministres qui se sont faites avant qu'on ait une ligne claire de la politique qui allait être présentée. Et qu'on a en plus des oppositions qui sont toujours dans la posture, comme elles l'ont été d'ailleurs au cours des 2 dernières années, en disant attention, si vous franchissez cette ligne, on vous censure automatiquement. Alors que c'est pas ça la vie parlementaire. La vie parlementaire, c'est le débat. Moi, je n'exclus rien. Je serai à la fois très constructive, mais extrêmement vigilante. Donc, je n'exclus pas à un moment donné une censure, mais ce n'est pas l'actualité. Vous êtes député Ensemble pour la République, vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous-même, vous seriez capable de censurer ce gouvernement ? Tout dépend de ce qui va être proposé, mais jamais de censure a priori, vous voyez. Preuve que le gouvernement a peu d'avenir. Mais si même la majorité pense à censurer ce gouvernement... Mais parce qu'on n'est pas dans la posture. Moi, je vous dis pas que je vais le censurer. J'ai aucune envie de le censurer. Rouges, par exemple. Mais justement, je vais pas vous parler de mes lignes rouges. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que on va les laisser travailler. On va les laisser nous présenter un programme. D'ailleurs, le travail parlementaire, c'est aussi amender ce que nous
propose le gouvernement. Et si au bout on arrive à quelque chose qui est inacceptable, et ben là il n'y aura pas d'autre choix. Mais j'espère vraiment qu'on n'en arrive pas là. Sauf que justement, j'y reviens parce que c'est le plus important cette semaine. La situation budgétaire de la France est très compliquée, plus de 6% de déficit, je l'ai dit, annoncé par le ministre. Il y a même eu un moment, c'est historique, c'était jamais arrivé, où la France a emprunté à des taux plus chers que la Grèce, qui a pourtant fait faillite littéralement il y a un peu plus de 10 ans. On est dans une situation dramatique. Vous, Guillaume Carayon, vous dites qu'il faut réduire les dépenses de l'État plutôt que d'augmenter les recettes. C'est quoi de réduire les dépenses de l'État? Quel service public vous voulez fermer comme ça du jour au lendemain pour faire des économies? C'est ce que les Grecs ont fait, hein. Non, je ne crois pas que ce soit comme ça que ça marche. Il y a plein d'économies structurelles. Non, mais il y a beaucoup d'économies structurelles qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 1975, chaque budget a été déficitaire. On n'a pas un budget excédentaire depuis 1975, ce qui prouve que l'État vit au-dessus de ses moyens. Moi, je crois qu'il y a des économies à faire, notamment par exemple sur le coût de l'immigration, chiffré par un rapport de contribuables associés à plus de 50 milliards d'euros. Sur des niches fiscales, par exemple celle sur les armateurs, coûte 2 milliards d'euros. Elle est, pour moi, je pense, pas justifié aujourd'hui. Et puis la débureaucratisation. On a aujourd'hui un système qui est trop bureaucrate, très administratif. Mais je l'entends, mais ça a des conséquences très concrètes. Imaginons, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire je veux plus de fonctionnaires sur le terrain et moins dans les bureaux. Mais ça veut dire quand même mettre des gens au chômage. Non, moi je vais vous prendre l'exemple de l'hôpital. Sachant que c'est pas possible pour les fonctionnaires. L'hôpital chez moi à Lavore, comme d'ailleurs dans tous les hôpitaux de France, il y a à peu près 40% d'emplois administratifs. En Allemagne, c'est entre 20 et 25%. En Italie, c'est 24%. Et donc on va faire quoi? On va demander aux secrétaires de devenir des aides-soignantes? Mais non, moi je pense qu'il faut plus de fonctionnaires sur le terrain, vous l'avez dit, et moins qui font de la paperasse administrative. On a un système. C'est ce que je dis, oui. On est dans un système aujourd'hui. Enfin, la question c'est pas de mettre au chômage des gens. La question c'est pas de mettre sur le carreau des gens. La question c'est juste de réorienter des gens vers une activité qui produit plus pour la nation. Moi je pense qu'il faut se poser cette question de réorganiser l'État. À quel moment une dépense est efficace. Et dans le service public, on doit aussi parfois se poser cette question-là de l'efficacité de la dépense. On doit arrêter de dépenser sans compter et avoir aujourd'hui une économie qui ne fonctionne pas bien, contrairement à plusieurs de nos voisins européens. Et alors pour vous, Éléonore Carrois, députée de la majorité présidentielle, vous qui n'excluez rien, vous l'avez dit vous-même, quelles sont les bonnes pistes d'économie à faire ? Oui, et je précise, je n'exclus rien, mais je ne vais pas censurer a priori. Oui, ça, c'est absolu, je l'ai dit, je le répète, parce que faut pas... Vraiment, si on n'arrive pas avec une attitude constructive, on n'y arrivera pas. Justement, c'est pour ça que je vous demande vos pistes à vous. Et moi, mes pistes, c'est effectivement mieux dépenser, parce que c'est vrai qu'on a un pays qui dépense trop, et ça, je pense qu'on doit le regarder, on doit regarder la réalité en face. Et ça fait pas plaisir aux députés. Vous savez, les premiers qui critiquent sont ceux qui demandent finalement des augmentations de crédit pour tel ou tel sujet qui va les favoriser dans leur circonscription. Donc là, il y a une responsabilité collective d'agir de manière responsable. De toute façon, c'est jamais populaire de proposer de faire des économies. Personne ne le propose jamais, sauf parfois les Français de l'étranger, parce que nous, on a quand même moins de dépenses. Oui. Mais sur ce point-là, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde agisse de manière responsable. Et ensuite, oui, il va falloir cibler, il va falloir réorganiser, peut-être fusionner. Déjà, 41 ministres, ça, c'est aussi un coût. On peut aussi se poser la question de... Mais vous le dites justement, il y a eu la nomination de 2 nouveaux ministres délégués hier, un aux anciens combattants et l'autre au handicap. Revenons maintenant quand même sur l'aspect plus politique à l'intérieur de ce gouvernement, les dissensions politiques qui sont apparues. On a tous assisté à l'émotion intense qui a étreint la ville de Versailles hier. Plus de 2000 personnes se sont massées aux obsèques de la jeune Philippine, violée et manifestement tuée près du bois de Boulogne il y a quelques jours. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur ne sont pas sur la même ligne. Est-ce qu'il y a une justice laxiste en France ou pas? Non, dit le ministre de la Justice. Quel est votre avis, vous, Guillaume Carayon? Est-ce que ce gouvernement peut tenir longtemps avec Didier Migaud à la Justice et Bruno Retailleau à l'Intérieur? Moi, je crois que c'est tragique pour la famille de Philippine, mais je pense que l'État a effectivement une part de responsabilité dans la mort de Philippine. Je pense qu'on a une justice qui est aujourd'hui beaucoup trop laxiste. Vous savez, il y a 4 personnes sur 10 qui sont condamnées à la prison ferme dans notre pays qui font jamais de prison. On a un taux d'exécution des OQTF qui est aux alentours de 5 à 10%. Les obligations de quitter le territoire français. Toutes les peines de prison... C'est autre chose que la prison, l'OQTF, il faut le rappeler. Exactement, mais ce qui montre que le système aujourd'hui judiciaire dans notre pays est beaucoup trop laxiste. Les peines de prison de 6 mois, de prison ferme, sont jamais exécutées, c'est dans la loi. Les peines de prison de 1 an sont quasiment jamais exécutées. Alors, je reformule. Et puis, une fois qu'il y a une peine de prison qui est exécutée, une fois qu'il y a une personne qui va aller en prison, on a un juge de l'aménagement des peines, voilà. Ça a été le cas avec le meurtrier de Philippine, qui peut être libéré après 2 ou 3 ans avant la fin de sa détention. On est dans un système complètement absurde et c'est aussi pour ça que les Français ne le comprennent pas. Et je reformule ce que vous disiez, parce que c'est pas parce qu'une peine est aménagée qu'elle n'est pas exécutée. Elle est parfois transformée avec un bracelet électronique à la place de la prison. Mais en revanche, c'est vrai, on ne fait pas de prison pour moins de 2
2 ans quand on est condamné à moins de 2 ans. Bon, est-ce que c'est un problème? Comment vous arriverez à faire coïncider ce ministre de l'Intérieur, qui est manifestement plus proche de la ligne de Guilhem Carayon, pardonnez-moi, et ce ministre de la Justice, Didier Migaud, qui est pas du tout d'accord et qui explique que la justice, non, n'est pas laxiste? C'est quoi la ligne de la majorité? Déjà, il n'y a pas de majorité, hein, on est en coalition. Je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois, de la coalition ou du gouvernement. Ils vont nous l'expliquer encore une fois, mais je pense que sur ce sujet, il faut pas faire de récupération politique et il faut pas faire d'annonce. On a une tragédie et j'ai énormément de compassion et de solidarité pour la famille de la jeune Philippine et en général pour tous nos concitoyens qui ont été bouleversés par cette tragédie. Je l'ai été aussi. Quand on voit ce qui se passe, justement, on attend des annonces parce que ce qui s'est passé est révoltant. Ça s'est joué à 2 jours, il aurait pu être parti, elle serait toujours en vie. Non, ce qui s'est passé est révoltant. Il n'aurait pas dû se produire n'importe où sur notre territoire. Après, sur la question de est-ce que la justice est trop laxiste, je pense qu'il faut écouter les professionnels du droit, il faut écouter les juges, mais aussi les avocats. L'aménagement des peines en soi, c'est pas ça qui pose problème. La question, c'est comment est-ce que la dangerosité de cet individu a été évaluée. Vous avez dit, ça s'est joué à 2 jours près. Mais finalement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui, évidemment, dans ce cas précis. Mais est-ce qu'il faut pour cela se dire on n'aménage plus du tout les peines alors que ça permet la réinsertion des prisonniers? Je pense qu'il faut avoir un discours nuancé, mesuré et pas réagir dans l'émotion, même si évidemment l'émotion est véritable et je pense que nous l'éprouvons tous. Et on en reparlera en tout cas de ces aspects notamment judiciaires. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Éléonore Carrois, qu'on entendait à l'instant, députée Ensemble pour la République des Français de l'étranger. Guilhem Carayon, vice-président de l'UDR, le nouveau parti d'Éric Ciotti.